Bonjour à tous. Maintenant que nous sommes au complet, nous pouvons démarrer ce grand plateau alternance dans l'enseignement supérieur, un levier pour l'emploi des jeunes. Alors, je ne vais pas faire par ordre alphabétique, mais je vais faire par ordre de ma droite jusqu'au bout du plateau. Avec Frédéric Sévignon, directeur général Pôle emploi Bretagne, Marie-Laure Collet, présidente de l'APEC, José Milano, directeur général du groupe Omnes, et enfin Olivier Charlot, responsable relations grandes écoles Grand Ouest, Orange. Le développement de l'enseignement supérieur sur le territoire est un facteur d'employabilité pour les jeunes, une source de recrutement de profils opérationnels pour les entreprises locales. D'un point de vue plus global, c'est également une opportunité pour ces jeunes de ne pas être obligés de quitter leur bassin de vie pour aller étudier loin, ce qui contribue au maintien d'une activité citoyenne, économique et sociale équilibrée. On va commencer avec Frédéric Sévignon pour reposer un petit peu les éléments du contexte breton sur cette alternance. Merci à vous. Peut-être quelques éléments de contexte, vous l'évoquiez, vous avez raison. Depuis hier, on parle beaucoup de chiffres, on parle de la Bretagne, on parle du national. Peut-être reposer les éléments. D'abord, on l'a dit, et ça a été redit, je le reprécise, taux de chômage le plus bas de France, effectivement, 5,8% quand le national s'affiche à 7,2%. Nous avons une demande d'emploi qui diminue régulièrement depuis 2020, mais ça avait déjà commencé en termes de décrue, hormis la petite pointe que nous avons eue en avril 2020. Nous avons parallèlement à cela un nombre d'offres qui est confié aujourd'hui à Pôle emploi qui ne cesse d'augmenter. Nous sommes aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, à pratiquement 64 000 offres disponibles sur les sites de Pôle emploi et ses partenaires. Nous avons, en fin 2021, organisé une enquête besoin de main-d'œuvre qui donnait, en termes de perspective, plus de 162 000 intentions d'embauche. Donc, tout ça pour résumer un contexte économique breton favorable, une dynamique qui est indéniable et qui permet effectivement de se dire qu'en Bretagne, peut-être que plus que partout ailleurs, les choses se positionnent plutôt dans une dynamique positive. Pour parler plus précisément du sujet qui est le nôtre aujourd'hui et autour de la situation, effectivement, l'alternance en Bretagne est dans une dynamique haussière. Là aussi, nous avons des résultats qui sont assez, évidents, avec une augmentation des inscriptions de plus de 111% depuis le début de l'année sur l'année 2022 par rapport à 2021. Nous avons, sur l'année 2021, eu plus de pratiquement 42 000 contrats d'alternance. C'est comparable à 2019 d'environ 30 000. Donc là encore, on voit bien qu'il y a une dynamique extrêmement positive. Nous sommes aujourd'hui également dans une augmentation évidente du nombre d'alternants, puisque les derniers chiffres qui sont sortis il y a 48 heures disent que nous sommes passés de 23% de personnes qui s'inscrivaient dans l'alternance sur les bacs plus 3 et plus. Nous sommes passés à 53%. Donc on voit bien qu'effectivement cette dynamique, elle évolue de façon évidente. Et puis sur l'enseignement supérieur, 13 500 jeunes et moins jeunes d'ailleurs, sont inscrits dans cette dynamique. Et c'est pour comparer à 2019 où nous n'étions qu'à 5 700. Donc là encore, on voit bien qu'effectivement, il se passe des choses en Bretagne, plus que partout ailleurs. Et quand la question qui est posée, est-ce que effectivement l'enseignement supérieur est un levier vis-à-vis de nos jeunes? Oui, parce que là encore, les jeunes en Bretagne sont en diminution régulière en termes de demande d'emploi, puisqu'il s'agit de cela, et qu'effectivement, les opportunités proposées leur permettent d'avoir de belles perspectives. Un mot sur le taux de retour à l'emploi. Alors, le taux de retour à l'emploi, aujourd'hui, il est effectivement important, puisque nous avons, on a le taux de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, mais surtout, parlons de nos alternants. On voit bien qu'effectivement, 80, alors on va le dire très clairement, 80% des alternants qui, aujourd'hui, ont suivi un cursus, notamment sur du bac plus 5, sont en emploi 6 mois après la fin de leur formation. Et 95% le sont 12 mois à la fin de leur formation. C'est respectivement 15 points et 11 points de plus que l'enseignement traditionnel. Le paradoxe de l'alternance, Frédéric. Alors le paradoxe de l'alternance, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nous, les entreprises, forment, accompagnent des alternants. Ça se passe plutôt bien et nous sommes confrontés, et on l'a vu depuis hier, à des difficultés de recrutement qui sont importantes. Et c'est vrai qu'on pourrait s'étonner de se dire d'un côté on forme, on accompagne, on a des pépites, on a des personnes qui sont formées, et parallèlement à ça, ces mêmes entreprises
déclarent avoir des difficultés de recrutement, parfois même dans les filières pour lesquelles ils ont formé et pour lesquelles, rappelons-le, certains des alternants n'ont pas été conservés. Je prends quelques exemples, mais globalement, le taux de transformation en CDD ou CDI d'un alternant, c'est entre 30 et 35% dans le meilleur des cas, et ça peut parfois avoisiner les 25%. Donc on a effectivement là un travail à réaliser, même si Pôle emploi et ses partenaires, l'APEC, les missions locales, s'engagent auprès d'entreprises. Je prendrai juste un exemple sur, par exemple, EDF. On a un dispositif qui s'appelle Next, une nouvelle expérience de travail, où à chaque fois qu'il y a un alternant qui finit son cursus et qui n'est pas retenu par EDF, parce que EDF a aussi une stratégie politique autour de 30% de recrutement, tous ces jeunes, nous les récupérons et nous les accompagnons dans un diagnostic pour permettre effectivement à chacun d'entre eux de trouver une solution dans d'autres entreprises qui recherchent les mêmes profils d'alternants, qui ne sont plus alternants puisqu'ils sont à la recherche d'un emploi, mais qui bénéficient et qui profitent de la compétence acquise au cours de ces 2 dernières années. Le virage pris par Pôle emploi ? Alors, le virage pris par Pôle emploi, alors, il est d'abord national avec les aides, les 5 000, les 9 000 et les 8 000 euros, pardon, qui sont attribués. Et puis, parallèlement à cela, d'abord, nous accompagnons effectivement les entreprises avec des semaines thématiques, et notamment la semaine de l'alternance, au cours de laquelle nous parlons d'alternance. Nous trouvons dans les publics demandeurs d'emploi ceux et celles qui potentiellement pourraient être intéressés par ce type de situation. Je rappelle que tout à l'heure, j'évoquais 64 000 offres d'emploi. À l'instant où je vous parle, ou hier peut-être, 7 800 offres sont aujourd'hui disponibles sur le site de Bretagne Alternance, ce qui veut dire que c'est plus de 10%, c'est 12-13% des offres d'emploi sont des offres d'emploi proposées par les entreprises dans le cadre de l'alternance. Donc on a ces opportunités, on a bien évidemment les opérations que l'établissement public, avec ses partenaires APEC et missions locales, et en lien avec l'AFPA également sur les parties formation, propose aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, qui ne savent pas vers quoi s'orienter, vers quoi se tourner, et qui du coup, grâce à ces propositions, se font une idée assez précise de ce que pourrait être une perspective de carrière. Donc effectivement, ces opérations, et puis plus globalement, voilà, un accompagnement personnalisé chaque fois que c'est possible avec ces jeunes, dont l'interrogation, et ça a été encore évoqué tout à l'heure, autour des valeurs que recherchent les jeunes, elles sont aujourd'hui nouvelles. Il faut qu'on les prenne, en compte, que les entreprises les prennent également en compte, parce qu'un jeune ne s'engagera pas dans une entreprise s'il n'a pas la certitude qu'elle répond à ses valeurs, à la qualité de vie au travail, aux éléments de carrière, de perspective, de rémunération, bien évidemment, et de tout ce qui tourne autour de la possibilité de mettre en place tout simplement le télétravail. Donc ce sont des éléments qui sont aujourd'hui extrêmement importants et qu'il faut que nous partagions avec les entreprises chaque fois qu'elles cherchent à recruter, qu'on explique un peu quels sont les éléments, parce que ça peut donner de mauvaises surprises. C'était évoqué ce matin et je le redis, il n'est pas rare aujourd'hui qu'un jeune ait un entretien, qu'il soit ravi, qu'il explique qu'il sera là le lendemain à 9h et qu'il ne vienne pas et qu'il n'y ait plus de nouvelles. Donc on a quand même ces situations-là. Alors il y a ceux qui arrivent peut-être à 9h30, c'est un autre sujet, mais il y a ceux qui ne viennent pas. Voilà, donc on a quand même cette évolution-là de ce que nous rencontrons vis-à-vis de nos publics, et il faut également que nous les partagions, qu'on en tienne compte. Marie-Laure Collet, vous voyez opiner du chef de temps en temps à ce que disait Frédéric Sévignon. Vous appuyez ce... Je ne peux être que d'accord avec Pôle emploi. Qui nous fournit des chiffres extrêmement pertinents. Alors, en ce qui me concerne et en ma qualité de présidente de l'APEC, je vais parler essentiellement de la catégorie socio-professionnelle des cadres. Le plein emploi des cadres, on en parle depuis de très nombreuses années, puisque même en période de crise économique, nous avions déjà une tension sur le marché de l'emploi des cadres, donc ce n'est pas nouveau. Évidemment, ça s'est renforcé depuis quelques années. J'étais très contente que Geoffroy Roux de Bézieux hier le rappelle. On est en plein dans la période du papy boom. Comme par hasard, la littérature journalistique et médiatique n'en parle plus depuis l'effet Covid, mais pour autant, c'est bien la cause structurelle qui explique ces tensions qui existent dans tous les secteurs d'activité, et quel que soit le niveau du salarié, dans tous les métiers. Et du coup, bien souvent, les chefs d'entreprise disent « mais comment ça se fait ? On ne trouve pas de compétences ». Alors, c'est facile à comprendre. On a eu un arrêt en mars 2020 de notre économie. Et quand l'économie est repartie, elle est repartie
tout d'un coup et très très fortement. On a eu des taux de croissance qui ont frôlé les 8% à certains mois. Et donc, quand toutes les entreprises se mettent à chercher en même temps des compétences, parce qu'économiquement, elles en ont besoin, eh bien, notre population active, même si elle augmente, eh bien, ne suffit pas à combler les besoins en compétences des entreprises. Donc en fait, ce phénomène est exacerbé quand on a un pic de croissance très fort et pour autant on n'explique pas qu'on est en plein dans le papy boom. Je vous rappelle que le papy boom, selon sa définition, court jusqu'en 2025 avec la réforme des retraites et l'allongement inéluctable de la vie professionnelle. Ça va durer vraisemblablement jusqu'en 2030. Et il faut quand même modérer nos propos, puisque si on a une inflation qui continue dans la durée à se renforcer, on aura forcément un ralentissement économique et on pourrait avoir un contre-coup. Donc il faut aussi être très prudent sur une prospective qui finalement est très difficile à projeter. Alors, sur l'alternance, puisque c'est le sujet de notre table ronde, justement avec la crise Covid, le gouvernement et le MEDEF, moi je rappelle que l'APEC est une association paritaire et donc nous avons l'alternance de la présidence. Donc je succède à Christine Lay, qui est aujourd'hui ma vice-présidente, qui représentait le syndicat salarié des CFE-CGC. Moi je représente le MEDEF. Eh bien le MEDEF a tout de suite répondu présent, avec toutes les branches professionnelles, puisque le MEDEF est un interpro, eh bien, à la proposition du gouvernement de travailler sur le plan Un jeune, une solution. Et ce plan Un jeune, une solution, c'est tourné essentiellement sur l'apprentissage et l'alternance, et aussi finalement la recherche de stage, mais l'apprentissage et l'alternance. Et là où on a trouvé, nous, au niveau de l'APEC, que c'était un levier d'employabilité extraordinaire des jeunes, c'est que l'alternance et l'apprentissage, je ne vous apprends rien, avaient une connotation il y a quelques années sur les filières courtes, sur les infrabacs, sur, on va dire jusqu'au bac plus 2, mais très peu sur ce que sont, nous, nos clients à l'APEC, hein, donc tous les diplômés de bac plus 3 et plus. Et avec le plan Un jeune, une solution, eh bien, il y a eu beaucoup de formations qui se sont ouvertes en alternance et l'enseignement supérieur a vraiment joué le jeu, que ce soit l'université que je salue ou les écoles, les autres écoles, et ont ouvert beaucoup de leurs formations à l'alternance et à l'apprentissage. Et du coup, les chefs d'entreprise y ont vu aussi un intérêt, c'est de recruter des jeunes qui étaient motivés, mais en plus qu'ils pouvaient fidéliser très rapidement, puisque à partir du moment, et là j'insiste sur ce qu'a dit Frédéric au préalable, la concordance entre les valeurs affichées, ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing employeur, la marque employeur, était en concordance totale avec la culture vécue de l'entreprise, eh bien on arrivait à fidéliser ces jeunes. Et pour l'emploi des cadres, hein, parce qu'un bac plus 5 qui finit un master 2, quelle que soit son école d'origine ou son université d'origine, eh bien souvent continue dans l'entreprise 1 an, 2 ans, 3 ans avant de se repositionner sur l'emploi. Et ça vient finalement sécuriser aussi nos organisations, essentiellement sur les territoires. Là aussi, je le dis, en tant que présidente de l'APEC, il y a très rarement eu une présidente chef d'entreprise issue des territoires. Moi, j'attache mon mandat sur la connaissance des territoires quand je vais à Paris, où je vois que finalement au ministère, il y a beaucoup de gens qui ne parlent qu'aux grandes entreprises du CAC 40. La réalité de notre employabilité quand on est patron de TPE-PME n'est pas la réalité d'un grand groupe. Nous, on a réalisé une étude à l'APEC en juin qui nous a dit quand même que 52% des critères de recherche d'emploi étaient la rémunération. C'est le critère numéro 1. Donc ça reste le critère numéro 1. Et quand on sait qu'on ne se bat pas à armes égales entre TPE, PME et grands groupes quand on est sur les territoires, eh bien, il faut aussi le dire haut et fort. Et quand on a la possibilité dans nos entreprises TPE, PME, bien sûr, je vais aussi parler des ETI familiales, d'avoir recours à l'alternance, eh bien, on montre que
à côté de la rémunération, même si elle est un petit peu plus basse, eh bien, on a des choses qui permettent de fidéliser, on a des leviers concrets qui permettent de fidéliser nos collaborateurs. Et l'alternance est vraiment la meilleure solution, puisque c'est la preuve par l'exemple. C'est le fait de le vécu du jeune plutôt que l'affichage, parce que vous savez, hein, notamment pour ceux qui recherchent du sens, les jeunes, ils sont aussi extrêmement durs dans leurs enquêtes et leurs études préalables, et ils se fient énormément à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et pas uniquement sur la communication et le marketing, mais c'est ce qui se dit un petit peu derrière, c'est-à-dire finalement les avis un peu négatifs et qui peuvent être extrêmement destructeurs pour l'employabilité, parce qu'il ne va pas aller se risquer sur des entreprises qui font en fait une marque employeur uniquement pour paraître, mais il faut vraiment justement qu'il y ait des outils du vécu. Voilà, donc pour vous dire combien l'alternance pour moi est essentielle, et puisque j'ai le micro, j'en profite pour dire que même si ça coûte cher, même si France Compétences nous dit « oh là 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 là, qu'est-ce que ça coûte cher l'alternance et l'apprentissage », peut-être que les Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 en ont moins besoin que les Bac Pro ou les BTS. Eh bien, je dis que nenni, parce que franchement, ce sont nos alternants de Bac plus 3 à Bac plus 5 qui sont aussi les recruteurs de demain et qui vont aller recruter des gens qui, comme eux, ont fait de l'alternance sur les infrabacs. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut investir sur notre jeunesse et que si on doit chercher des vecteurs d'économie, il ne faut surtout pas les prendre au niveau de l'alternance et de l'apprentissage. Et je ne pense pas que ce seront les dirigeants des écoles et des campus qui me contrediront. Et bien, juste, si vous faites des transitions, en plus, je vais mettre au chômage. Faites tout. Marie-Laure, elle fait tout, Marie-Laure. José Milano, directeur général du groupe Omnes. Je ne pense pas que vous contredirez justement Marie-Laure Collet sur ce qu'elle vient de dire. Juste un petit mot, hein, puisque l'actualité du groupe Omnes sera un nouveau campus, notamment à Rennes. Alors, on est dans l'actualité et on est sur le sujet, évidemment, avec 5 écoles. Hein, c'est bien ça, 5 nouvelles écoles. Donc, le groupe Omnes Éducation, c'est le leader français de l'enseignement supérieur privé. On a 40 000 étudiants, 15 000 apprentis. Donc, on est un des acteurs, avec nos confrères de cette chaîne, qui doit être la plus efficace possible pour vos entreprises. C'est de nouveaux publics. Aujourd'hui, l'apprentissage va jusqu'à 30 ans. On doit travailler sur la reconversion. Il faut qu'on aille chercher effectivement de nouveaux profils, des gens différents, pour permettre d'enrichir le patrimoine humain de vos entreprises. On doit être capable de répondre à l'ensemble de vos verticales. La particularité du groupe Omnes Éducation, c'est qu'on sera présent à Rennes en septembre 23 avec tous les métiers du management, de la vente, de la finance, du marketing, du digital, de la communication, une école d'ingénieurs, une école de sciences politiques aussi. Donc pourquoi se faire ? Parce qu'on considère que vous êtes tous très différents et que vous cherchez des ressources humaines adaptables. Et quand on dit un chef d'entreprise, c'est quoi quelqu'un d'adaptable ? C'est quelqu'un qui à la fois techniquement est très bon dans son domaine. Et ça, nous sommes en situation de produire cette compétence-là parce que tous nos titres, tous nos diplômes sont reconnus par l'État. Mais de surcroît, on donne la possibilité, soit de façon digitale, soit en présentiel, à l'ensemble de nos étudiants d'avoir accès à des disciplines qui ne sont pas les leurs. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez des gens adaptables, c'est des gens qui ont été confrontés dans leur pédagogie à du travail avec d'autres compétences que les vôtres. Donc vous faites du marketing, vous avez pris l'habitude de travailler avec des ingénieurs. Vous faites du digital, vous avez des préoccupations de cybersécurité, vous êtes formé au management, vous êtes quelqu'un qui avait des certificats, des compétences, vous avez travaillé sur des projets pendant votre scolarité qui sont des projets avec d'autres compétences. Donc on les prépare mieux à la vie en entreprise. Donc ça c'est très important parce que évidemment un jeune il va choisir tout ce que mes confrères ont dit, mais ils vont aussi regarder à la fois la qualité pédagogique, donc des campus de qualité, ce sera le cas à Rennes, modulaire, technologique, individualisé, aussi des solutions digitales pour permettre à ceux qui sont sur le territoire d'avoir accès aussi à l'enseignement supérieur sans forcément se rendre à Rennes parce que leur alternance sera à proximité, parce qu'ils ont des contraintes familiales. Donc c'est à nous d'adapter nos modèles à des situations qui sont particulières pour qu'au global, vous ayez, vous, la ressource humaine dont vous avez besoin.
On voit bien au travers des contacts qu'on a avec vous que vous voudriez nous confier davantage d'apprentis, davantage de besoins, c'est-à-dire qu'on soit en fait des acteurs de l'emploi aussi, et pas uniquement des acteurs de la formation. C'est une évolution de notre métier, c'est-à-dire que une entreprise, on a aujourd'hui des discussions avec un certain nombre d'entre vous sur des réseaux et qui nous dit nous on a besoin de 50, 100 apprentis. Est-ce que vous êtes capable de nous fournir de la compétence dans différents métiers, sur différents endroits du territoire? On n'est pas en situation de répondre forcément à toutes ces demandes, mais c'est bien une tendance très importante. Et puis enfin, évidemment, un étudiant, il regarde la qualité de ses apprentissages. Une expérience étudiante, une vie étudiante riche, c'est ce qu'offre Rennes, évidemment, vous le savez tous, mais c'est aussi l'ensemble des prestations de services qu'on est capable de proposer dans des groupes comme les nôtres, des enseignements à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, vous aurez aussi besoin pour l'export d'avoir des gens qui parlent anglais. Donc nous, on sécurise, on assure des places à Londres sur des périodes de temps différentes, à Barcelone, demain à Munich. Donc on est un acteur aujourd'hui qui doit pouvoir vous aider à résoudre ce problème de ressources qui est le vôtre, sachant que 90% de la croissance de ces 2 dernières années des contrats qui ont été signalés, c'est le secteur privé qui a répondu. Donc des gens comme vous qui travaillent pour vous. Et c'est cette orientation, c'est cette offre de service que nous vous proposons à Rennes. José, vous travaillez étroitement, j'imagine, avec les entreprises qui prennent des alternants pour les écoles. Vous avez assisté à ce dont on parlait Marie-Laure et Frédéric, c'est-à-dire ce changement de paradigme. Avant, l'étudiant voulait une alternance, maintenant il choisit une alternance, ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Il choisit une alternance, il choisit un parcours pédagogique qui lui convient, moins académique, plus professionnalisant, plus personnalisé, plus digitalisé, parce que ce jeune qui aujourd'hui n'a pas de papier, il a des usages des réseaux sociaux qui fait qu'il ne veut pas comprendre que l'enseignement n'intègre pas ces dimensions-là. Il choisit une dimension humaine dans les entreprises et on doit être aussi un facteur d'accompagnement de ces profils pour vous les proposer. Donc on a des publics différents et c'est à nous de nous adapter à ces publics de façon à ce que sa formation, qui n'est pas juste utilitaire, les parents on a tous des enfants, on est très angoissés, on veut que les taux d'employabilité continuent. Donc pour nous, les études de nos enfants, c'est évidemment un passage dans la vie professionnelle, un passage vers l'autonomie. Pour le jeune, c'est autre chose que ça, même si c'est aussi ça. Et il faut aussi qu'on tienne compte de ce désir des jeunes. Et jeunes aujourd'hui, dans l'apprentissage, ça va jusqu'à 30 ans, ce qui est très favorable. Et donc, c'est une opportunité. C'est plus difficile, on le voit, mais il y a des solutions aujourd'hui si on travaille de concert avec des gens comme vous. Vous disiez qu'un challenge intéressant, un sujet intéressant, c'était trouver des jeunes pour les PME et pour les TPE. On a beaucoup parlé des grands groupes qui ont le choix, qui ont de la demande, mais c'est parfois plus difficile pour ces... 2 tiers des jeunes en alternance, y compris dans le supérieur, se voient proposer un contrat à l'issue de cette formation. C'est très significatif, 40% simplement dans les grands groupes. L'opportunité qu'on a, c'est que la fascination des grands groupes, c'est plus tout à fait la même. Et je pense que la qualité du tissu économique breton, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'installe en Bretagne, conduit à ce que vous soyez en situation de proposer des choses qui peuvent intéresser les jeunes. Après, c'est vrai que c'est aussi à nous d'adapter nos discours en ressources humaines et on peut vous y aider pour mieux valoriser la marque employeur qu'évoquait Marie-Laure et puis l'ensemble des perspectives qui sont les vôtres. Des entreprises dynamiques, c'est aussi des entreprises qui ouvrent des perspectives en France et à l'étranger et ça, c'est des choses qui sont attirantes pour les jeunes aussi. Pour terminer, le matching des compétences, c'est vraiment trouver l'alternance idoine qui correspond à cet étudiant particulier par rapport à ses envies, mais par rapport aussi aux besoins de l'entreprise. Absolument. Et donc, on a des outils, évidemment, qui nous permettent d'être plus efficaces dans ce matching. Mais ce qui compte avant tout, c'est de bien comprendre le désir de l'étudiant, trouver des leviers de motivation chez lui et voir dans les entreprises quelles sont celles qui peuvent au mieux répondre à cette perspective. On travaille aujourd'hui avec 12 000 entreprises en France. Évidemment, on cherche à travailler avec beaucoup d'entre vous sur le territoire de façon à ce que, au global, on trouve ces profils. Ces jeunes sont talentueux. Il faut accepter le fait que
ils fassent un peu plus de fautes d'orthographe et des choses comme ça. Leurs talents et leurs compétences sont différentes, mais elles sont réelles. Et vous savez tous, on le sait tous, que cette arrivée de ces compétences dans les entreprises, ça vous aide aussi, ça nous aide tous à digitaliser nos entreprises, à internationaliser nos entreprises. Ils apportent des choses nouvelles, et en particulier quand ils ont été confrontés avec d'autres disciplines que les leurs. Donc cette ouverture-là, elle peut être mise au service, mais il y a cette espèce d'exercice de séduction initiale et qui doit s'inscrire dans la durée. Il faut aussi reconnaître que le nombre de ruptures de contrats augmente. Donc, quand ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Et donc ça, il faut aussi en tenir compte. Donc il faut les gérer aussi comme une population, comme des ressources humaines que vous gérez aussi dans vos entreprises. C'est plus uniquement une main-d'œuvre d'appoint. Voilà, il faut aussi les considérer comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'avenir non pas uniquement du pays, mais aussi de nos entreprises. Alors c'est bien parce que justement on va voir Olivier Charlot, responsable relations école Grand Ouest pour Orange, qui va pouvoir réagir à tout ce qui a pu être dit. Un chiffre, 5% des effectifs CDI en alternance sur les Bretagnes, Pays de Loire, Normandie, Val-de-Loire, 750 à 800 alternants, vous me disiez, c'est bien ça, ce qui prouve un volume... Alors, tout à fait. Alors moi je vais vous parler un peu justement comment ça se passe dans un grand groupe. Non mais c'est très bien, c'est un vrai retour. Voilà. Donc en fait, oui, on est sur une base de 5% d'alternants par rapport à nos effectifs CDI. Donc ce qui fait que sur un territoire, comme vous l'avez nommé, qu'on appelle Grand Ouest, ça nous fait en permanence entre 750 et 800 alternants. Alors quand j'utilise le terme alternant, maintenant, pour être bien précis, c'est à 95% du contrat d'apprentissage. Voilà. On a basculé avec la réforme entre contrat pro et contrat d'apprentissage, il n'y a quasiment que du contrat d'apprentissage, et on réserve le contrat pro pour la reconversion sur certains types de métiers. On travaille avec plein d'écoles. Voilà. Si je résume la situation, c'est plus le candidat qu'on va retenir que l'école. Même si on a des habitudes, même si on a des partenaires, je vois l'Université de Rennes devant moi, de longue date et avec qui on travaille énormément, mais on est quand même sur une logique de recruter des talents, donc de pouvoir prendre ces talents dans toutes les écoles avec les conditions financières adéquates. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ou pas, mais c'est un sujet aussi par rapport aux France Compétences et au coût de l'apprentissage. Pour rebondir, je vais rebondir par rapport à plein de choses qui ont été dites, oui. En effet. Par rapport à notre déformation sur les apprentis qu'on recrute, en effet, maintenant, sur la campagne 2022 est en train de se terminer puisque les étudiants vont rentrer majoritairement en septembre-octobre, mais sur la dernière, il n'y avait pas grande différence. On est quasiment à un taux d'apprentis de 40% qui sont sur un cursus diplômant Bac+5. Si on vient à quelques années en arrière, on n'était pas là du tout. Alors c'est dû en effet à l'offre qui s'est développée dans les écoles. On voit bien que les écoles d'ingénieurs, les universités ont une offre d'apprentissage qui n'existait pas par le passé et qui maintenant est plus importante. Mais il n'y a pas que l'offre, il faut la demande. Et c'est aussi, dans un groupe comme Orange, c'est aussi dû à la déformation des métiers qui nécessite de plus en plus de personnes sur ces niveaux-là. Donc là, on est en adéquation entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est un point très important. Après, on parlait tout à l'heure d'embauche des alternants. Alors bien sûr, c'est la cible de tout bon RH qui se respecte et on est relancé systématiquement. Quel est le taux de recrutement de vos alternants? Pourquoi vous ne les recrutez pas tous et tout? Déjà, dans un groupe comme chez nous, on va recruter des alternants, donc des apprentis, sur quasiment tous les métiers. On ne recrute pas en externe sur tous les métiers. Donc on offre à certains apprentis une chance de se former, de se faire un carnet d'adresses, d'apprendre des choses. Et il n'y a pas vocation à les embaucher forcément après. Donc on n'est pas dans une logique du tout de recruter des apprentis que sur les métiers sur lesquels on recrute. Voilà, c'est un point important. Et le deuxième point, c'est que sur les métiers sur lesquels on recrute, on n'est pas les seuls. Et donc même un alternant qui est chez nous peut très bien se dire, pour rebondir par rapport à ce qui était, tiens, je vais aller me faire une petite expérience en start-up, donc je ne reste pas chez Orange après mon apprentissage. Voilà, c'est pas un échec en soi, on le reverra peut-être après, il se sera fait une autre expérience et tout, donc voilà. Mais il y a ce choix-là aussi des étudiants qui est très important. Un point important aussi dans l'alternance et dans l'apprentissage,
Bien sûr, il faut un budget financier pour prendre des alternants, payer des alternants, mais il faut surtout des tuteurs. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet, le sujet des tuteurs. C'est-à-dire qu'il faut des gens formés. Donc chez nous, chaque tuteur a une formation de 2 jours pour lui expliquer ce que c'est que d'être tuteur d'alternant et tout. Faut être volontaire. Voilà, il y a plein de choses pour être tuteur. Et justement, on retrouve dans les tuteurs souvent des anciens alternants. Donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'avoir fait soi-même de l'alternance motive les gens à être tuteurs d'alternants. Et c'est assez drôle, avec l'IUT de Saint-Malo, avec lequel on a énormément d'alternants, on retrouve plein d'anciens alternants qui sont eux-mêmes tuteurs et qui viennent après en réunion à l'accompagnement de leurs alternants. Donc c'est assez sympathique. Donc voilà un peu sur un grand groupe. Et puis le dernier aspect que moi je veux quand même insister, c'est sur qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, à l'alternant, les apprentis. Notre but, c'est surtout pas de couler nos apprentis, alors nos jeunes qui viennent avec leurs idées, leurs fautes d'orthographe et tout, dans une culture d'entreprise. On veut au contraire que notre culture d'entreprise s'enrichisse de leurs idées novatrices, de leurs idées qu'on trouve complètement bizarres quelquefois, puis qu'en creusant bien, elles ne sont pas si bizarres que ça. Donc ça, c'est un point vraiment important sur le côté alternance, apprentissage pour un groupe comme nous. Vous disiez, il y a des idées nouvelles, générationnelles, qui naissent de leur réflexion et que on découvre et on adopte éventuellement. Exactement. Juste un mot avant de revenir à Frédéric. L'évolution des profils, vous me disiez 80% des postes sont dans l'ingénierie. Alors, je pense que ce chiffre-là n'est pas bon. En gros, donc en permanence, on a 5% de nos effectifs en apprentissage, donc ça nous fait à peu près 800 apprentis sur le territoire. On a 55-60% de ces apprentis-là qui sont dans les métiers du numérique. Métiers du numérique, mais sur des niveaux qui peuvent être des niveaux BTS, système numérique, des UT ou BUT maintenant réseau télécom, mais aussi toutes les formations des universités aux écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est 55-60%. On a à peu près, j'ai plus mes chiffres exactement, mais on a à peu près, je crois, un petit 20% sur tous les métiers transverses, RH, marketing, tous les métiers un peu transverses. Et puis le reste, on a à peu près 25% sur tout ce qui est quand même les métiers de la vente, parce qu'on reste une entreprise et pour gagner de l'argent, il faut vendre. Donc on a des métiers de la vente, que ce soit à distance, dans les boutiques, que ce soit avec les grands comptes d'OBS pour les grandes entreprises, que ce soit les agences entreprises sur le territoire, on a ces métiers de la vente. Donc on balaye tous, mais c'est vrai que la partie numérique, quand je dis numérique, c'est la cyber, le développement logiciel, le cloud, l'IA, enfin, les formations sur lesquelles toutes les entreprises du numérique se battent pour avoir les bonnes compétences, c'est une part qui augmente dans le pourcentage. Et vous avez assisté à ce phénomène grandissant de jeunes qui, vous l'évoquez, qui vont par exemple dans une start-up, c'est en augmentation, ces jeunes qui disent non merci, je vais aller voir ailleurs un petit peu, puis bon, peut-être que je reviendrai chez vous ultérieurement. Alors, honnêtement, je saurais. On est confronté sur le nombre, on est confronté, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas une vague, quoi. Puis non, on n'a pas un plan d'action pour corriger ça. Si voilà. Donc c'est pas un problème. Même à la rigueur, quelquefois, je dis, c'est des gens qu'on revoit et on les revoit après, donc c'est pas mal. Frédéric, je vous ai vu prendre plein de notes pendant les différents échanges. Là, qu'est-ce que vous avez retiré de ce que vous avez pu entendre ? Alors, d'abord, j'ai entendu sur l'alternance qu'il y a un point très important que nous connaissons à Pôle emploi, c'est la proximité du centre de formation, du domicile, et évidemment, et de l'entreprise. Juste deux chiffres, si vous me le permettez. 50% des demandeurs d'emploi reprennent une activité à 12 km de leur domicile et 80% à 50 km. Donc ça veut dire qu'il faut que nous intégrions tous collectivement, qu'on ne peut pas imaginer en Bretagne qu'il puisse y avoir un centre de formation à l'est, une école à l'ouest et puis le domicile au milieu, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, ça c'est un élément que nous prenons en compte pour nous assurer qu'on ait de la proximité.
Voilà ce que j'ai pris comme élément. Et puis l'autre élément autour de ce nouveau choix sur l'alternance, ce qu'on appelle voilà, cet accompagnement qui est un peu moins académique que celui que nous pouvons connaître, avec des raisons tout à fait claires. Un, d'abord la rémunération, parce qu'il y a une rémunération. Deux, le fait d'être dans une entreprise avec la connaissance du tissu économique, vous l'évoquiez, les tuteurs, donc là on est dans de la vraie vie. Trois, autour de la prise en charge de ces mêmes frais pédagogiques par l'entreprise, parce que c'est effectivement un élément qui est important. Et donc quand on prend tous ces éléments-là, c'est un des éléments qui permettent à un jeune de faire ce choix, qui est un choix qui correspond plus à ses attentes. Voilà. C'est ce que j'avais noté. Et puis peut-être juste, et c'est ce qu'évoquait Marie-Laure, et le président de la République, là, je crois, dit très clairement il n'y a pas longtemps, c'est d'avoir un regard, alors la conversion du regard, nous on appelait ça modestement un regard différent sur ces publics-là. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude. C'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, nous, à Pôle emploi, nous ne cessons de dire aux entreprises, donnez la chance à ces jeunes, parce qu'il y a de véritables talents, il y a des pépites, et ces pépites, il faut tout simplement les faire grandir dans chacune des entreprises. Et il y a peut-être au départ une décision un peu importante à prendre, un peu stratégique, mais après, derrière, je crois que tous collectivement, on ne peut que se féliciter de se dire qu'avoir regardé différemment ces publics-là, on a de belles réussites. Et alors oui, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit. Alors, ce que je pourrais rajouter, notamment par rapport à l'APEC, je suis passée très très vite sur cette formidable entreprise qui compte aujourd'hui plus de 1000 salariés, qui est présente dans tous les territoires. Nous avons 52 centres d'accueil pour les salariés et les entreprises. En Bretagne, Olivier Morin, qui est présent dans la salle, est notre délégué régional, accompagné de François Fillâtre. Et on a un travail de grande proximité. Moi, ce que j'ai aussi envie de dire sur cette question de l'alternance par rapport à l'APEC, c'est que comme on reçoit des candidats qui ont à minima Bac+3, lorsqu'ils se trouvent en situation d'alternance et qui réfléchissent à rester ou non dans l'entreprise dans laquelle ils sont, eh bien, ils vont voir un conseiller APEC. Et le conseiller APEC a plus de richesse dans la main que pour un étudiant qui sortirait avec un Bac+5 sans avoir fait de l'alternance. Et quelle est cette richesse? Alors, pour ceux qui m'ont entendu hier, c'est redondant. CV, pour moi, ça ne veut pas dire curriculum vitae, parce qu'on ne parle plus le latin en France depuis des années. CV, c'est bien compétences et valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on attend de voir dans un CV? C'est finalement la liste des compétences que le candidat veut mettre en exergue et les valeurs qu'il porte en lui et qu'il a réussi à identifier. Quand on est alternant, on a une meilleure connaissance de ce que sont de ce qu'est ce registre des valeurs, et on sait à quoi ça fait référence par rapport à la culture d'entreprise. Et quand on doit faire le matching entre le CV et le cahier des charges de l'entreprise qui comporte entre autres les compétences et la culture d'entreprise, eh bien finalement on a plus de choses à raconter et on est plus assuré, parce que alors moi-même, j'ai des grands-enfants. Hein, j'ai un fils qui a fait une alternance, Bac+5, et un fils qui n'en a pas fait, Bac+6. Eh bien, je peux vous assurer que celui qui a fait l'alternance Bac+5, il a des millions de choses à dire à un recruteur que n'a pas le Bac+6, qui n'a pas le fait d'alternance et qui me dit « Maman, je ne sais rien faire et je ne sais pas quoi dire à un recruteur ». Et donc, vous voyez, rien que cela, dans l'expression même, ça assure, ça rassure, ça donne aussi une perspective sur l'avenir. Et donc, ça permet aussi de rentrer dans une carrière avec un chemin qui est beaucoup plus ouvert, sur le champ des possibles. Et moi, j'aime à dire aujourd'hui que si on doit faire de la prospective sur la formation, nous, les chefs d'entreprise, on devra considérer que tout au long de la vie, notamment depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la loi dite Pénicaud, eh bien, on a un besoin d'orientation et de réorientation tout au long de la vie. Donc, la formation vue de l'entreprise devra, dans la conscience des chefs d'entreprise, devenir ce qu'on appelle le bien commun. Et moi, je revendique cette définition du bien commun de la formation parce que Olivier en a parlé. Quand on forme un jeune en alternance et qu'il ne reste pas chez nous
chez Orange en l'occurrence, et qu'il va dans une start-up, on est sûr de le revoir dans l'écosystème quelques années après. Et donc on forme, certes, le jeune pour soi à l'instant T, mais on le forme pour demain, pour après-demain, et pour avoir une chance qu'il nourrisse aussi positivement notre écosystème. Et c'est pas pour rien qu'il y a des nouveaux campus qui se construisent dans nos tissus économiques dynamiques, parce qu'ils ont bien compris que cette notion de formation est une formation qui finalement n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose qui va suivre tout au long de la vie. Et ça se voit de plus en plus dans les profils, dans ce qu'on appelle encore le CV, mais versus compétences et valeurs. Et on a ce devoir de reposer sur la table, avec le président de la République qui nous a tous annoncé le 16 mars dernier France Travail. Donc Frédéric est concerné, moi je suis concernée, les missions locales sont concernées, on est tous concernés, mais on doit nous écouter aussi pour dire que dans l'emploi, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui s'étudie d'une façon ponctuelle, c'est comme un vecteur. Hein. Je n'ai pas été très bonne en mathématiques, contrairement à d'autres, mais ça nous suit tout au long de la vie, et c'est une véritable dynamique. Mais que cette dynamique, elle soit reconstruite en 2022, 2023, avec la conjoncture que nous avons et la transformation des métiers que nous avons. Puisque je ne crois pas demain en la filière métier, CIOT, secteur, cloisonné. Je crois davantage en ce que j'appelle moi les blocs de compétences qui viendront enrichir des formations de base, et ces blocs de compétences rendront les parcours uniques par rapport aussi à ce que souhaite le salarié, par rapport à ses propres aptitudes et ses propres désirs. Parce que, on l'a dit, il y a un inversement du paradigme et de l'offre et de la demande aujourd'hui. Et donc, quand on a un inversement comme ça de la relation, eh bien finalement, qui est le client, qui est le fournisseur? Est-ce que c'est le candidat ou est-ce que c'est l'entreprise? Eh bien, il faut penser à ce changement-là. Et quand on sait que le candidat, c'est sa vie, hein, c'est aussi ce dont on parlait hier sur finalement cette notion d'attractivité et ce fantasme de la mobilité, on ne va pas contraindre quelqu'un à bouger. C'est lui qui décide. Hein. On aura beau faire toute la communication et le marketing que l'on veut sur le marketing territorial, le marketing des entreprises, c'est l'individu qui se sent concerné. Hein. Et donc, s'il a envie, il faut travailler sur ces leviers de motivation. Et en fait, ce sont ces blocs de compétences qu'il va enrichir par rapport à lui qu'il va falloir prendre en compte dans nos entreprises. Et c'est pour ça aussi qu'il va falloir changer sa façon de recruter. Eh ben, merci à tous les quatre. Je vous propose de les applaudir pour ce grand plateau Alternance dans l'enseignement supérieur, un levier pour l'emploi des jeunes. Merci à tous.